Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Aujourd'hui, je vais revenir avec vous sur la mise à jour vers macOS Sonoma. J'ai réalisé une vidéo détaillée dessus il y a environ 2 semaines et j'ai eu pas mal de questions ou remarques à ce sujet. J'ai donc décidé de répondre au principal. Alors bien sûr, si vous n'avez pas déjà vu la vidéo où j'explique les 10 points indispensables à prendre en compte pour mettre à jour votre Mac, eh bien vous commencez par là. Je rajoute le lien de cette vidéo en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo actuelle. Sinon, rapidement avant de commencer, abonnez-vous évidemment à la newsletter de mon site, c'est gratuit et cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est également en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo. Mais donc, comme je vous l'ai dit, je vais répondre à certaines de vos questions sur le passage vers Sonoma. Alors la première question n'est pas vraiment une question mais plutôt une remarque. Certains d'entre vous m'ont effectivement fait remarquer, après avoir regardé ma vidéo, que ça devenait compliqué un Mac, notamment de mettre à jour son système et qu'au final c'était plus simple sous Windows. Alors mon but c'est pas de relancer la guéguerre Mac Windows, bien entendu, mais j'aimerais insister sur un point très important. Ce que je vous ai montré dans cette vidéo, c'est effectivement les 10 conseils très importants que je donne pour mettre à jour son Mac. Donc là en l'occurrence passe à Sonoma, mais c'est pareil pour n'importe quelle version de système sur le Mac. Mais c'est les mêmes conseils que je donnerai si vous deviez mettre à jour votre Windows. C'est les mêmes conseils que je donnerai pour mettre à jour n'importe quel ordinateur qui est équipé de n'importe quel système d'exploitation. Alors évidemment, les personnes qui m'ont dit ça ne tiennent pas compte de ces conseils sur Windows. Mais en fait, la plupart des utilisateurs de Mac qui mettent à jour leur Mac ne tiennent pas compte de ces conseils non plus, ne connaissent même pas l'existence de ces conseils. Et dans la plupart des cas, ça pose pas de problème. J'ai bien dit dans la plupart des cas. Le but de vérifier si votre Mac est bien compatible, si vos applications sont compatibles, si vos périphériques externes sont compatibles. Bon, je vais pas tout vous refaire, mais le but de vérifier tout cela, c'est pas que si vous ne le faites pas, tout va mal se passer. C'est juste que si vous ne le faites pas et si vous avez un problème, là, ça va être une grosse galère. Et de temps en temps, il y a des problèmes. Donc, tous les conseils que je vous donne, faut pas que vous vous dites, finalement, en fait, c'est super compliqué le Mac. Non, c'est comme la sauvegarde. Est-ce que quand j'arrête pas de dire quasiment à chaque vidéo qu'il faut sauvegarder son Mac, ça veut dire que si vous avez un Mac, vous perdrez vos données, alors que si vous avez un PC sous Windows, vous les perdrez pas? Non, bien entendu, les données, vous pouvez les perdre et vous allez en perdre d'ailleurs en passant sur n'importe quel ordinateur. Donc le but de sauvegarder très régulièrement, c'est de limiter au maximum la perte des données qui de toute façon arriveront à un moment donné. Mais bon, tant qu'à faire, je préfère que ce soit des données peu importantes qui soient perdues plutôt que des données ultra importantes. Mais bon, tout ça, je l'explique dans ma conférence sauvegardée. Mais dans tous les cas, tous ces conseils, je le redis encore une fois, évidemment, je sais que la plupart des utilisateurs de Mac, de Windows, de ce que vous voulez comme système, ne les suivent pas ou ne les connaissent peut-être même pas. Mais moi, je vous encourage à les suivre. Et si vous avez aussi un PC sous Windows en plus de votre Mac à la maison, je vous invite à suivre les mêmes conseils quand vous mettrez à jour votre PC sous Windows. Alors évidemment, quand je vous dis pour la sauvegarde de lancer une Time Machine, il n'y a pas Time Machine sous Windows, mais il y a d'autres systèmes de sauvegarde incrémentale que vous pouvez installer et donc que vous pouvez faire. Dans tous les cas, les conseils que je donne sur le Mac pour la mise à jour vers Sonoma sont les mêmes pour n'importe quelle mise à jour de système d'exploitation. Et un utilisateur m'a même dit qu'il y a très longtemps sur Mac, il n'y avait pas besoin de faire tout ça. Alors certes, je ne suis sur Mac que depuis macOS 9, donc mon premier Mac date de 99, mais j'ai assez discuté avec des personnes qui étaient sur Mac avant, notamment la personne qui m'a fait découvrir le Mac, qui est sur Mac depuis le début, il était même sur Apple II avant, mais j'ai largement discuté pour savoir que, les conseils que je donne, c'était les mêmes avant. Les incompatibilités logicielles, ça a toujours existé. Je sais plus si c'est le système 6 ou 7, mais il y a l'un de ces deux systèmes qui était une galère sans nom dès qu'il y avait des mises à jour. Résultat, la plupart des gens, une fois qu'ils avaient figé leur système, ne le mettaient pas à jour. C'est pas pour rien qu'Apple a eu de moins en moins d'utilisateurs et était au bord de la faillite. Il y a eu des gros problèmes de système et ces gros problèmes font qu'il était encore plus important de suivre les conseils que je donnais. Mais dans tous les cas, ces conseils, je le redis, si vous les suivez pas, tant pis. Mais si vous avez un petit pépin, le petit pépin va se transformer en gros problème. Donc plutôt que de risquer d'avoir un gros problème, moi je vous encourage plutôt à suivre ces 10 points. Ça prend un petit peu de temps, mais bon, il y a un système par an, donc grosso modo, on va dire que vous mettez à jour votre Mac une fois par an, et encore peut-être que certains d'entre vous sautent des systèmes, mais si vous mettez à jour votre Mac une fois par an, vous pouvez vous permettre de perdre
un petit peu de temps plutôt que d'aller direct et de vous rendre compte après, ah bah finalement mon logiciel n'est plus compatible, ah bah finalement mon périphérique, mon imprimante n'est plus compatible. Donc c'est dommage, une fois que c'est fait, de se rendre compte qu'on est face à un mur. Bon voilà, c'était la petite explication, mais encore une fois, je ne veux pas me relancer dans la guéguerre Mac Windows. Moi, je suis sur Mac depuis très longtemps, j'ai bossé chez Apple, j'ai que des Macs chez moi, j'ai un site qui s'appelle Utiliser son Mac. Forcément, je préfère le Mac, en grande partie parce que je suis habitué au Mac, parce que évidemment, à l'époque où j'avais les deux, je préférais le Mac parce que clairement, il n'y avait pas photo. Là, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé Windows. Windows s'est certainement très amélioré par rapport à il y a, on va dire, 15 ans, mais il n'empêche que le but, c'est pas de comparer l'un à l'autre. Le but, c'est juste de vous faire comprendre qu'une mise à jour, ça se prépare, une mise à jour système, j'entends une mise à jour majeure d'un système, ça se prépare et il vaut mieux suivre les conseils que je donne. Alors, justement, puisqu'on parle des conseils que je donne, le premier conseil, c'est de vérifier que votre Mac est compatible. Et à ce propos, plusieurs utilisateurs m'ont demandé si je comptais parler justement des Macs non compatibles sur lesquels on pouvait installer Sonoma. Alors, je sais, non compatible et installer Sonoma, c'est un peu antinomique, mais effectivement, il existe des solutions non Apple, vous vous en doutez, qui permettent d'installer Sonoma ou même des systèmes précédents sur des Macs qui, en théorie, ne peuvent pas recevoir ce système. Alors non, je ne vais pas en parler parce que déjà il y a toujours un risque que ça fonctionne pas. Si ça fonctionne pas, je vais même pas pouvoir vous renvoyer vers l'assistance Apple parce que Apple va un peu vous rironner, ce qui est logique. S'ils certifient leur système pour un Mac précis et si vous l'installez sur un autre Mac, ils vont pas vous aider. Donc si vraiment il y en a qui sont intéressés, je vous laisse rechercher par vous-même les systèmes qui sont proposés. À titre personnel, j'envisage de peut-être effectivement installer cela sur mon vieil iMac parce que le fait d'être à Catalina commence à me poser des petits soucis. C'est pas des soucis vraiment complètement rédhibitoires, mais comme je me sers quasiment de mon iMac, ça me pose problème pour préparer mes vidéos parce qu'à chaque fois, il faut que je passe sur mon Mac portable qui lui est équipé d'un système récent, en l'occurrence en ce moment Sonoma. Bref, tout ça pour dire que si vous envisagez d'installer sur un Mac non compatible le système Sonoma, franchement, il faut qu'il y ait une bonne raison. Il ne faut pas que ce soit juste comme ça. Alors évidemment, si vous avez plusieurs Macs, dont un qui sert très peu, pourquoi pas. Mais pensez bien que c'est toujours risqué, vous pouvez toujours perdre des données, vous pouvez toujours vous retrouver avec un Mac inutilisable pendant pas mal de temps, le temps justement de tout réinstaller. Donc ne faites pas ça sur un Mac de travail, à moins d'avoir une très bonne raison. Et si vous le faites, je vous invite franchement à avoir des sauvegardes, notamment un clone qui fonctionne encore sur l'ancien système. Mais bon, je ne parlerai pas plus de cela ici. Vous faites comme vous le sentez si vous voulez y passer. On me demande si c'est risqué. Oui, c'est toujours risqué. Après, votre Mac ne va pas exploser, hein, je vous rassure. Mais c'est toujours risqué. La sauvegarde est d'autant plus importante lors d'une opération de ce type-là. Bon, on passe à la suite. On m'a demandé à plusieurs reprises quel stockage minimum était conseillé d'avoir sur le Mac avant de réaliser la mise à jour. Alors effectivement, j'en ai pas parlé, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est pour ça que j'ai pas pensé à en parler. Bon, déjà, je redis ce que je dis très souvent, il faut mieux avoir au minimum toujours une vingtaine de gigas de libre sur le Mac lorsqu'il est en train de fonctionner. Lorsque vous allez télécharger l'installation de Sonoma, ça va prendre un certain nombre de gigas, plus d'une dizaine de gigas chez moi. Donc il faudrait prévoir plus de 30 gigas de libre avant le téléchargement, déjà. Et ensuite, quand vous allez installer, va falloir prévoir un petit espace aussi, parce que sinon, sinon ça se passera, mais ça se passera peut-être moins bien. Donc dans l'absolu, moi je vous conseille d'avoir au moins 40 gigas environ, 40 gigas de libre, avant de lancer le téléchargement de l'installation de Sonoma sur votre Mac. Sachant que après avoir installé Sonoma, vous pourrez supprimer le fichier d'installation, pensez à le copier sur un disque externe et le garder un petit peu, mais sur le disque interne, vous pourrez l'enlever rapidement, après installation, une fois que Sonoma sera mis, mais bon, voilà, une quarantaine de gigas, ça me semble pas mal. Alors évidemment, de toute façon, techniquement, Sonoma, s'il n'y a pas assez de place, vous le dira, mais si vous le dites, c'est vraiment qu'il n'y a pas assez de place, et ce serait bien d'éviter de lancer une install si la place est vraiment limite. Bon, si vous avez moins de 40 Go, vous pouvez tenter le coup, mais dans l'absolu, si c'est possible, quitte à faire provisoirement de la place, enlevez une petite dizaine de gigas, vous téléchargerez comme ça l'install de Sonoma, et puis après, quand vous effacerez l'install de Sonoma, vous remettrez les 10 gigas de données que vous aviez enlevés, mais prévoyez en gros une quarantaine de gigas, ce serait pas mal.
Bon, maintenant on passe à la suite, on m'a parlé logiciel. Alors il y a pas mal de personnes qui m'ont dit que tel logiciel n'était pas compatible avec Sonoma. Alors certains ont vérifié avant, et c'est très bien, comme ça ils attendent avant de passer à Sonoma, et d'autres n'ont pas vérifié avant, et vous imaginez le problème. Donc déjà, si vous êtes passé à Sonoma et que votre logiciel n'est pas compatible, voyez avec le développeur, demandez-lui dans combien de temps il va le mettre à jour. S'il le met à jour dans 2-3 semaines, peut-être que vous pouvez vous permettre de ne pas vous en servir pendant 2-3 semaines. Ça dépend. Alors si en plus c'est un usage professionnel, souvenez-vous ce que je vous ai dit, c'est bien d'attendre un peu quand on s'en sert professionnellement, mais bon, bref. Si c'est dans quelques jours, quelques semaines, éventuellement attendez et vous mettrez à jour à ce moment-là. Et si le développeur ne compte pas mettre à jour ce logiciel ou c'est dans plusieurs mois, il va falloir revenir en arrière. Donc si vous avez un clone ou une time machine qui n'a pas été mis à jour depuis l'installation de Sonoma, eh bien, vous réinstallez un ancien système, l'ancien système de préférence, enfin celui que vous aviez avant de mettre à jour Sonoma. Alors c'était peut-être pas celui juste avant, c'était peut-être un plus ancien, mais remettez le système que vous aviez avant et remettez les données de votre clone ou votre time machine. Alors si votre clone est bootable, c'est encore mieux, hein, vous pouvez tout réinjecter, mais dans tous les cas, voilà, s'il n'est pas compatible, il n'est pas compatible, je ne peux pas vous aider plus. Par contre, je peux quand même rebondir sur un point. Une personne m'a parlé de Microsoft Office, donc elle m'a demandé s'il était compatible. Alors, j'ai regardé très rapidement parce que je me sers plus d'Office, a priori c'est bon, mais justement Office est intéressant parce que vous avez plusieurs versions d'Office. Enfin, Office est un logiciel très utilisé depuis très longtemps et c'est un logiciel payant. Alors maintenant il y a l'abonnement avec 365, mais si on reste sur les versions que vous achetez, que vous possédez une bonne fois pour toutes, très souvent un utilisateur achète Office et va pas le racheter à chaque fois qu'il y a une mise à jour d'Office, et je le comprends parfaitement. En prenant en compte cela, vous allez vous trouver face à une problématique, ou une double problématique je dirais. C'est que si vous avez un système trop ancien d'Office, il fonctionnera peut-être pas, ou même certainement pas avec macOS Sonoma. Et par contre, si vous avez un système trop récent d'Office que vous avez dû acheter pour Sonoma et que vous devez pour une raison X ou Y revenir sur un ancien système, et là je parle pas du système juste avant, peut-être qu'il ne fonctionnera pas sur l'ancien système si vraiment c'est un système assez ancien. Alors, c'est des cas particuliers que je prends, parce qu'en général, ceux qui passent à Sonoma, qui reviennent en arrière, ils reviennent une ou deux versions avant, mais bon, voilà, je signale ce problème, ou plutôt cette problématique, qui n'est pas liée à Office. Tout logiciel peut avoir ce petit problème, et surtout les logiciels payants, puisque les logiciels payants, on les rachète pas toujours à chaque fois. Donc pensez à ça, c'est entre autres pour cela que c'est important de savoir si un logiciel est compatible avec le système que vous allez installer. Mais bon, je me répète, tout est expliqué dans la vidéo d'origine, de toute façon, je vous invite à y retourner. Et c'est un peu pareil pour les périphériques non compatibles Sonoma. On m'a demandé comment faire si le périphérique que l'on a ne sera pas compatible Sonoma. Pareil, vous demandez au développeur s'il compte le rendre compatible prochainement. Si la réponse est non, ou si la réponse est qu'il n'y a pas de réponse, dans ces cas-là, restez sur le système actuel. Attendez un petit peu, vous verrez d'ici quelques mois, peut-être que si le développeur fait la sourde oreille, peut-être qu'il finira par sortir une mise à jour, et si au bout de quelques mois c'est toujours pas le cas, si vous voulez passer absolument à Sonoma, il faudra peut-être racheter un périphérique. Donc là, trouvez un bon compromis, si vous êtes sur le système, sur Ventura ou Monterey, Ventura et Monterey sont parfaitement capables de faire tourner correctement votre Mac à l'heure actuelle. Donc voilà, est-ce que c'est nécessaire de racheter un périphérique si tout marche, sauf si vous passez à Sonoma? Vous pouvez reporter le problème à l'année prochaine éventuellement pour le futur système. Là, il faudra peut-être racheter un périphérique. Bon, dans tous les cas, même si Sonoma est sorti il y a un peu plus de 2 jours, ça fait quand même, c'était le mois dernier, il n'empêche que certains développeurs peuvent être assez longs pour sortir des mises à jour de pilotes, de drivers, donc n'hésitez pas à vraiment essayer de contacter le développeur, et sinon, vous ferez comme vous pouvez. Je vous ai expliqué les possibilités, après, c'est à vous de voir. Évidemment, si vous voulez quand même tenter le coup sur Sonoma et qu'au final vous revenez en arrière, la sauvegarde est encore plus importante. Et justement, puisqu'on parle de sauvegarde, j'ai eu plusieurs remarques sur le fait que je conseille des sauvegardes multiples. Alors, il y a eu tout, notamment une personne qui m'a demandé s'il pouvait faire toutes ses sauvegardes sur un même disque, par exemple une time machine,
un clone et éventuellement une sauvegarde manuelle. Alors oui, techniquement, vous pouvez, on est tout à fait d'accord, vous pouvez partitionner, séparer, créer plusieurs volumes sur votre disque et faire toutes ces sauvegardes dessus. Maintenant, l'intérêt d'avoir une sauvegarde multiple, c'est que si le disque tombe en panne, vous ayez encore une sauvegarde à côté. Là, si votre disque tombe en panne, ben, si toutes vos sauvegardes sont sur le même disque, vous perdez tout. Donc, éventuellement, si vous avez deux Time Machine et si vous voulez réaliser un clone, ce qui est une très bonne chose, vous pouvez le faire sur deux disques. C'est-à-dire que sur un disque, il y a une Time Machine, sur l'autre disque, il y a le clone et la Time Machine. Il y a peu de chances que les deux disques tombent en panne en même temps. Si c'est le disque qui a à la fois le clone et la Time Machine, bah, il vous restera qu'une Time Machine, mais il vous restera quand même une sauvegarde Time Machine. Donc éventuellement, si vous n'avez pas plein de disques externes et que vous voulez pas en acheter plein, vous pouvez utiliser cela. Mais franchement, ayez des sauvegardes sur au moins deux supports différents. Alors il y a aussi des personnes qui m'ont dit que les sauvegardes multiples n'étaient pas nécessaires. Évidemment, j'ai pris des exemples dans ma vidéo d'origine. Maintenant, j'ai donné un exemple extrême, à savoir avoir deux Time Machine, plus un clone, plus une sauvegarde manuelle. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusque là, mais il n'empêche que la règle des 3-2-1, qui est super importante, vous dit quand même qu'il faut avoir 3 copies de vos données sur deux supports différents et dont une plutôt qui n'est pas chez vous, qui est hors site. Maintenant, il est vrai que moi, j'ai tendance, notamment pour certains documents importants, à faire une petite copie manuelle en plus avant une mise à jour majeure. C'est pas indispensable, hein, évidemment, parce que j'ai aussi mes Time Machine et j'ai aussi un clone. Mais bon, voilà, c'est une habitude de ma part, mais c'est vraiment juste certains documents. Sachant que indirectement, j'ai même plus de sauvegarde que cela, puisque j'ai pas mal de documents sur Dropbox, j'ai pas mal de documents sur iCloud Drive. Ceux-là sont sauvegardés dans Time Machine et en clone, mais ils sont aussi sur iCloud Drive et aussi sur Dropbox. Mais je les vois pas vraiment comme une sauvegarde, parce que si je dois tout remettre et si je dois tout télécharger d'iCloud Drive ou de Dropbox, encore Dropbox en termes de gigas j'en ai pas trop, sur iCloud Drive j'en ai beaucoup plus, donc ça va prendre un certain temps, alors que si tout est sur une copie sur un disque externe, que ce soit un disque dur ou SSD, ce sera beaucoup plus rapide. Mais donc voilà, je voulais insister là-dessus, pensez quand même à avoir au moins 3 copies de vos données sur 2 supports différents, dont une copie est hors site. C'est ce qu'on appelle la règle des 3-2-1. Maintenant, toujours sur la sauvegarde, il y a quelques secondes, j'ai parlé de disque externe, disque dur externe, pardon, ou SSD externe. Vous pouvez évidemment sauvegarder sur un disque dur ou sur un SSD. Sur le SSD, la sauvegarde est plus rapide, mais dans le cas d'une Time Machine, à part la première copie, les autres copies vont être de toute façon assez courtes. Donc le disque dur coûtant moins cher, je conseille quand même plutôt un disque dur pour une Time Machine, enfin en termes de budget j'entends. Mais j'ai eu une question, alors là il n'y a qu'une seule personne qui m'a posé cette question, mais je veux quand même l'aborder parce que ça m'a embêté. J'ai une personne qui m'a dit que la Time Machine c'était bien, mais en fait son disque dur était mort pendant la sauvegarde, et donc il pensait que c'était à cause de Time Machine. Après avoir discuté avec la personne, non, c'est pas à cause de Time Machine. Quand vous avez un disque dur, donc j'ai bien dit un disque dur, hein, pas un SSD. Quand vous avez un disque dur, quand il est en fonctionnement, il ne doit pas bouger le disque dur. Donc si vous avez un portable, ne vous amusez pas, comme cette personne, à changer de pièce le disque dur externe qui est connecté, qui sauvegarde avec Time Machine, et votre ordinateur. Parce que votre ordinateur, vous pouvez le soulever, il n'y a pas de problème. Le disque dur, dès qu'il y a un choc, ça va pas lui plaire du tout. Alors, je dis pas que dès que vous soulevez un disque dur, il va tomber en panne, hein, évidemment, mais vous aimez les problèmes potentiels là. Et c'est ce qui s'est passé visiblement, parce qu'apparemment, il l'a posé un petit peu brutalement sur la table, et en gros, il a un disque qui est mort. Alors, cette personne est étonnée, parce que chez un ami, son ami le fait souvent, mais après avoir discuté, il se trouve que son ami a un SSD. Et effectivement, le SSD n'a pas ce problème, puisque le SSD, c'est juste de la mémoire flash. Contrairement à un disque dur qui a des plateaux, qui a une tête de lecture qui peut justement toucher le plateau. Si elle touche le plateau, le disque dur est mort. Mais contrairement à ça, une puce flash, il n'y a pas de mouvement mécanique dedans, il n'y a pas d'enchaînement mécanique, donc il n'y a pas de risque. Donc évidemment, si vous avez un SSD, vous ne vous êtes jamais posé cette question, mais si vous avez un disque dur, vous le laissez sur votre bureau, vous le laissez sur votre table pendant qu'il est en fonctionnement, que ce soit une copie normale, une copie Time Machine, un clone, ce que vous voulez, mais vous n'y touchez pas. Bon voilà, a priori ça arrive très rarement, hein. C'est la seule personne qui m'en a parlé suite à cette vidéo, et je sais que j'ai déjà eu le problème autour de moi
dans des proches, mais personne via internet ne m'a remonté cette info, donc je ne pense pas que ça arrive souvent. En tout cas, pensez-y quand même. Et si vous devez justement acheter un disque externe de sauvegarde, je renvoie vers mon guide d'achat pour disque externe, que ce soit disque dur ou SSD. Ce guide d'achat a quelques années, mais il est toujours d'actualité. Alors sauf que les prix que vous verrez s'afficher dans le guide d'achat, c'est plus les mêmes. Et les capacités ont augmenté pour le même prix, ou les prix ont baissé pour la même capacité, mais en tout cas, tous les conseils que je donne sont pareils. C'est un guide d'achat en 2 vidéos. Le lien de la première vidéo est en haut à droite, et je la rajoute aussi dans la description de cette vidéo. Bon, voilà, j'ai fini ce que je souhaitais dire dans cette vidéo. Alors, il y a évidemment d'autres questions qui m'ont été posées, notamment les fameuses « Pourquoi ma mise à jour n'a pas fonctionné ?» Je sais pas, je ne suis pas devant votre Mac, donc ce n'est pas le genre de question à laquelle je peux répondre. Bon, comme je ne veux pas réaliser une vidéo trop grande, j'ai de toute façon vraiment sélectionné les questions qui me semblaient les plus pertinentes et qui en plus ont été pour la plupart d'entre elles le plus souvent posées. Je rappelle d'ailleurs que si vous m'avez envoyé des questions par email, il y a de fortes chances pour que vous n'ayez pas eu de réponse. Je reçois effectivement beaucoup trop de courriers électroniques. Donc si vous êtes dans ce cas-là, et si votre question n'a pas été traitée dans cette FAQ, je vous invite à la reposer, mais cette fois-ci dans les commentaires de la vidéo correspondante, que ce soit sur YouTube ou sur mon site internet. Je ne garantis pas une réponse, mais je vous garantis que je réponds plus facilement en commentaire que par email. Comme à chaque fin de vidéo, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Bien entendu, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt!